Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, pour cet épisode, on a la chance d'avoir Mélanie Mirand, on l'a déjà reçue plusieurs fois, donc pour les habitués du podcast, c'est pas une nouvelle personne que vous recevez. Mais Mélanie, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, c'est une super infirmière, une infirmière praticienne. Et en ce moment, tu es sur les lignes de front du combat contre le COVID. Donc, tout d'abord, ben, merci beaucoup d'avoir accepté de donner un peu ton temps alors que on sait que tu es très occupé en ce moment. Vous faites les infirmières, vous faites des espèces de chiffres de fou. Juste pour donner un exemple aux gens qui écoutent, Mel, quand on a organisé ça, tu m'as dit, ah, ok, ouais, on peut faire ça ce week-end, vu que j'ai off pour le week-end. Fait que là, j'étais super content. Puis là, on planifiait faire ça autour de deux. Puis là, finalement, tu m'as dit, oh, peux-tu faire ça à midi? Je suis comme, ouais, pas de problème. Puis il me dit, ouais, parce ils m'ont cédulé à 4. Fait que tout ça, c'était avec un jour d'avance peut-être. Donc, Ouais. ça a l'air très intense. On va très bientôt aller là-dedans, voir c'est quoi s'entraîner malgré ça. Mais merci beaucoup euh, de prendre le temps pour nous informer un peu sur la situation, puis sur comment des trucs que tu fais pour vivre avec ça. Tout d'abord, pour ceux qui regardent en vidéo, je pense pas que la qualité va être super, mais j'ai arrangé ça. C'est un premier essai. On va voir comment c'est, mais l'audio devrait être bon. Donc, c'est ça qui compte le plus. On va espérer que c'est du contenu que vous aimez. C'est la première fois que je fais ça via Skype, mais évidemment, vu que Mélanie tu travailles sur les lignes de front, ben, tu peux pas aller dans les mêmes pièces que les gens. C'est vraiment, tu es un peu une lépreuse, tu es très contagieuse si tu l'as. Donc, tu es à plus haut risque. Je pense, une statistique qui est sortie, c'est une personne sur cinq qui a le coronavirus travaille dans des établissements, et donc, est soit une infirmière ou travaille dans un CHSLD. Donc, vous mettez à risque pour le bien de la population. Euh, donc, j'espère que ça va quand même sonner bien. Puis pour ceux qui regardent, vous remarquez peut-être, ou peut-être que vous l'entendrez dans ma voix, que j'ai comme des petits yeux cernés ou une petite voix fatiguée. C'est que les voisins, ils ont clairement pas le coronavirus. Euh, Puis ils sont je sais pas, ils sont sur quoi, mais ils faisaient le party toute la soirée. Ça explique un petit peu, ça va expliquer un petit peu mon look en ce moment. Euh, et c'est ça, je pourrais appeler la police, mais là, j'essaie d'être diplomate. Mais c'est ça qui se ramasserait avec des belles petites contraventions de 1500 pièces chaque. Mais bon, je fais le diplomate, j'ai pas envie de faire rayer mon char. Euh, Puis on va voir comment les parties vont progresser. Mais ouais, je pense qu'ils ont trouvé s'ils avaient le COVID avant, ils ont clairement trouvé la guérison parce ils ont l'énergie en tabarouette. Euh, euh, ben, on va commencer ça. Donc, tout d'abord, j'aimerais un peu que tu nous informes sur ça a l'air de quoi un petit peu maintenant ta charge de travail, puis ton horaire d'athlète. euh, Parce que là, maintenant, c'est putain une balance, j'ai l'impression. Il y avait dans l'article du Journal de Montréal, tu mentionnais que tu étais maintenant, t'étais en premier une infirmière que, comme tu peux, tu tu as des bonnes chances, ou tu as quand même des chances beaucoup plus élevées que le reste des gens de pogner le coronavirus. Euh, donc ça, c'est clairement pas super pour, pour toi en tant qu'athlète, mais que tu fais ce sacrifice-là. Euh, donc, peux-tu un peu nous décrire ça a l'air de quoi en ce moment, euh, tes shifts puis l'entraînement? Alors, pour mes shifts, c'est un peu désorganisé, mais ça commence à être un peu plus organisé. Donc, pour les prochaines semaines, dans les prochaines 2 semaines, je ne vais pas faire de temps supplémentaire parce que j'étais capable d'arranger mon horaire. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant?
je fais toujours des heures au GMF où je travaille à Saint-Polycarpe. Mais c'est sûr qu'il y a moins de personnes qui... Ça, c'est un zone froide. Ça veut dire que c'est des patients qui sont non COVID ou qui ne sont pas symptomatiques ou ne savent pas qu'ils sont COVID. Donc, c'est sûr qu'on se protège là, mais c'est pour tous nos patients qui doivent être vus pour leur diabète, pour leur suivi, pour les prises en charge. On fait moins de prises en charge en ce moment, mais c'est sûr pour tous nos suivis, tous les patients qui vont être malades pour autre raison, on doit les voir. On fait beaucoup de téléconsultations et télémédecine. Donc, on essaie de faire le plus dans notre bureau sans voir la personne physiquement. Donc, on est capable de faire ça, mais s'il y a un examen physique qui est nécessaire, c'est sûr, je vais le voir. S'il y a quelqu'un avec un thrombose dans leur jambe, je vais le voir. S'il y a quelqu'un, j'avais un patient avec, il y a plusieurs autres problèmes là, qu'il faut voir le patient, douleur abdominale, il faut faire un examen physique souvent. Donc, si je dois voir la personne, je vais la voir, mais je trouve que il y a beaucoup moins de personnes qui veulent consulter maintenant parce qu'ils sont un peu peur, je pense, et aussi peut-être ils sont moins malades parce que il sort moins aussi. Donc, il y a toujours ça. Mais je suis un peu peur que dans les prochains mois, on va voir des complications de les personnes qui ne se sont pas consultées quand il fallait consulter. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en même temps, alors il y a ça. Et aussi, maintenant, il y a un hôtel dans notre région, dans le CIUS Montérégie-Ouest, c'est un COVID, c'est un unit COVID pour les patients COVID positifs qui sont au niveau C ou D. Ça veut dire quelqu'un qui a décidé qu'il ne veut pas de RCR, pas d'intubation. C'est vraiment des patients gériatriques qui viennent de les CHSLD ou de les résidences privées pour les aînés, où leur résidence n'était pas capable de les accommoder parce qu'il n'y a pas assez de place pour créer cette zone froide et chaude. Donc, ils sont envoyés au unit COVID à l'hôtel. Et c'était au début, c'était désorganisé, c'est sûr, parce que c'est une nouvelle place. C'est pas un hôpital, mais le plus que le temps passe, le plus que ça devient de plus en plus organisé. Donc, c'est quand même une très bonne place pour les patients, je trouve. Ils ont des bons soins. Donc, c'est une bonne place pour les patients qui sont COVID positifs, qui seront plus à la fin de leur vie. C'est tous les patients qui sont âgés de 80 ans et plus. Donc, c'est vraiment une place où on prend soin d'eux et il y a des soins palliatifs là aussi pour les patients qui vont mourir de COVID. Donc, c'est ça. Alors, moi, je donne des heures là, pas comme IPS, mais comme infirmière clinicienne parce qu'il y a beaucoup d'infirmières et de travailleuses de la santé qui étaient délestées dans les autres dans les units COVID. Les IPS n'étaient pas délestés, mais on a décidé qu'on va donner un coup de main parce qu'on veut aider. On voit qu'il y a un manque d'infirmières, un manque de personnel. Des fois, il y a des aides de soins, alors des PAB, des autres personnes qui sont vraiment des travailleurs sociaux ou des physiothérapeutes. Donc, il y a des personnes de tous les différents types de professions qui rentrent pour aider. Donc, moi, quand je vais au unit COVID, je ne travaille pas comme IPS, mais plus comme infirmière clinicienne. Et je vais là, je fais mon travail. Donc, l'horaire était vraiment désorganisé, c'est pour ça. Mais maintenant, j'étais capable de faire mon horaire. Alors, pour les prochaines 2 semaines, alors je vais faire les fins de semaine, ça ne me dérange pas, mais je vais prendre quelques jours pendant la semaine off et les journées que je ferai au GMF, je vais juste voir plus de patients les jours que je rentre parce que, comme j'ai dit, c'est un peu plus lent. Alors, au lieu de voir 8 personnes dans un jour, je vais voir 16 le prochain jour, c'est correct, ou quelque chose comme ça. Je peux organiser des journées off comme ça au GMF. Alors, c'est ça que je fais. Au début, je travaillais aussi au CDE, c'est des centres d'évaluation pour des patients qui avaient des symptômes grippeux, de grippe, et où il y avait besoin de faire une évaluation et, si nécessaire, s'il faisait partie de les personnes qu'on faisait des dépistages, on donnait un rendez-vous en ce moment au CDD, ça c'est des centres de dépistage. Mais maintenant, le ministère a décidé qu'ils vont enlever
les IPS du MADO. Alors, ça, c'est pour être capable de déclarer une maladie infectieuse à santé publique. Les IPS n'ont plus le droit de faire ça. Je ne sais pas pourquoi le ministère a décidé ça. Je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons et je ne vais pas aller dans ça maintenant. Mais alors, maintenant, j'ai décidé de ne plus travailler là parce que ça va prendre un médecin pour co-signer chaque fois que je fais une demande pour signer un MADO à santé publique. Alors, c'est vraiment stupide. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais Mais donc, quand même. avant Ouais, toi, tu pouvais comme déclarer ce patient-là COVID ou comme ouais, il a besoin de telle affaire. Puis là, maintenant, ils obligent que ce soit un un médecin qui médecin. Oui, co-signe ça en oui, temps de on fait des. crise, là. Oui, c'est vraiment stupide. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont vraiment. Parce qu'avant, les IPS, on était là, ça disait médecin. Il y avait comme un petit gris qui disait médecin et un petit carré qui disait IPS. Ils ont vraiment enlevé le rôle de l'IPS là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça, mais peut-être parce que les médecins peuvent faire de l'argent en voyant des patients de cette façon-là. Peut-être les médecins voient moins de personnes dans leur clinique maintenant. Ouais, Et parce que les les gens, ils IPS, sortent moins, ouais. c'est ça, on est payé par l'heure, alors c'est pas vraiment. Et il y a des autres places où on peut aider, comme IPS, comme dans les CHSLD, dans les unités COVID. Donc, c'est correct, mais c'était une autre expérience pour moi de voir des patients qui viennent de vraiment pas, des patients plus jeunes, vraiment des enfants, des personnes pas trop âgées qui ont des symptômes et juste pour faire leur évaluation. Donc, mais c'est correct. Alors, je ne travaille plus au CDE, mais je fais beaucoup d'heures au Plaza. Et il y a une autre RPA, résidence privée, dans notre région qui a une éclosion maintenant. Alors, on donne des heures là parce que souvent, quand il y a des éclosions, il y a aussi des membres du personnel qui sont positifs, qui ne peuvent plus travailler. Donc, on va là pour aider. Mais dans ma région, au Montérégie-Ouest, il n'y a aucune CHSLD qui a une éclosion. Alors, ça, c'est un positif. Je pense que le reste de Montréal peut peut-être apprendre de nos CHSLD, mais il y a des éclosions dans les résidences privées. Donc, c'est ça. Ouais, c'est quand même un peu l'ironie que tu sais, les Mhm. résidences privées que tu payes plus cher, finalement, Ça. on réalise que les aînés étaient un peu délaissés là-bas. Mais je voulais juste revenir à un point que tu as dit, comme au début, tu disais l'endroit que tu travaillais, c'était comme un endroit de COVID pour les personnes qui sont comme en fin de vie, qui sont comme dit, je veux pas être sur le respirateur. Puis donc c'est quand même tellement puissant que c'est comme un peu le cancer, qu'à un moment donné, tu peux juste dire, OK, j'ai plus vraiment de bonnes chances de survie, fait que juste comme ça devient des soins palliatifs, puis c'est juste alléger les souffrances. C'est comme, Mhm. c'est ça la place un petit peu, là, c'est... Oui, c'est ça la place. Wow. Parce que souvent, ces patients-là, ils ont beaucoup de troubles cognitifs. Il y a beaucoup de démence. C'était un choix qui était fait par le patient s'ils sont capables ou leur famille de ne pas leur transférer à un hôpital s'il y avait vraiment un détresse respiratoire. Et c'est un choix qu'on fait éventuellement quand on a 85 ans plus. On a vu une belle vie. On voit que si on va être intubé, c'est une grosse souffrance. Est-ce qu'on va vraiment survivre à l'intubation et un soin intensif à l'âge de 85, 90 ans? C'est quoi notre qualité de vie après quelque chose comme ça? Il faut toujours évaluer est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça. Alors, c'est un choix personnel et c'est pour ça que chacun de les patients dans les CHLD, dans les RPA maintenant, s'ils sont COVID positifs, tout de suite, le médecin va faire un niveau de soins, va demander aux patients et aux familles un niveau de soins pour ce patient. Alors, on va savoir tout de suite, est-ce qu'on va les envoyer à l'hôpital ou est-ce qu'on va les traiter? C'est sûr que s'il y a une infection, s'ils vont développer une pneumonie en plus, parce que souvent, les patients peuvent développer une pneumonie en plus de COVID. Donc, on va leur traiter, on va donner des antibiotiques. Mais si jamais ils vont en détresse respiratoire et ça prendrait une intubation, mais là, on ne fait pas ça.
On va leur commencer des médicaments pour donner un peu d'oxygène, donner des médicaments pour leur calmer et pour aider la respiration. Donc, on donne des médicaments comme midazolam et morphine et un autre médicament pour réduire les sécrétions dans les poumons. Et on donne ça. Des fois, il y a des perfusions qu'on donne. Alors, c'est un grand soin quand quelqu'un est en fin de vie. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça ressemble, mais il y a beaucoup de soins qui est inclus. Il faut vraiment donner beaucoup de médicaments à quelqu'un pour qu'il soit confortable en ce moment. Et les familles peuvent venir aussi voir their loved ones pour être là pendant la fin de vie. Alors, c'est quand même, c'est triste, mais en même temps, je peux sortir de cet environnement-là et savoir que cette personne a eu c'est un décès, c'est jamais quelque chose de positif, mais il était confortable dans à un sa bon façon. environnement, Ouais. dans le plus idéal situation qu'on peut avoir dans cette situation. Parce que Ouais. c'est sûr, COVID, c'est pas le fun. Il y a des personnes qui vont pas vouloir voir leur famille parce que leur membre de la famille qui meurt, parce qu'ils ne veulent pas rapporter ça à leurs petits-enfants aussi. Alors, il y a beaucoup de... Mais au moins, on peut leur donner un bon soin à la fin de la vie. Mais c'est sûr, c'est pas idéal, mais on peut... Dans cette situation-là, on peut les aider le plus possible. Mais je dis ça, il y a quelques décès, pas à chaque jour, mais à chaque fois que je rentre, il y a quelqu'un qui est activement dying, mais en même temps, on a déjà eu plein de patients qui ont fait après 2 semaines, on fait un autre dépistage et 48 heures, on fait un deuxième dépistage et s'ils ont 2 négatifs, ils sont transférés à leur résidence. Et aux résidences, je pense qu'ils vont faire une autre quarantaine pour une autre 14 jours et ils vont être redépistés, j'espère quand même. Mais il y a quand même beaucoup de patients qui ont survécu et sont transférés à leur RPA. Donc, il y a du positif aussi. Il y a beaucoup de gériatrie qui vit et qui survit la COVID aussi. Alors, et quand tu rentres là, parce que les gériatries, les symptômes de COVID, c'est très différent que quelqu'un qui est jeune. Donc, mais les gériatries, ils ont toujours des symptômes un peu différents qu'une jeune personne. Souvent, ils ne vont pas avoir de fièvre. Et s'il y a un fièvre, ce n'est pas un fièvre de 38, ça va être un fièvre de 37. Donc, ça peut être manqué. Aussi, dans les RPA, on ne fait pas des signes vitaux. Alors, on ne va pas toujours savoir qui a un fièvre, qui n'a pas de fièvre. Souvent, ils ne vont pas avoir de tout, mais peut-être ils vont juste être un peu plus confus. Ils vont manger un peu moins. Alors, les symptômes de COVID dans la population gériatrique, c'est beaucoup moins que dans les jeunes personnes en santé. Quelqu'un qui est jeune, peut-être ils vont avoir un toux, ils vont avoir mal à la gorge, mais quelqu'un avec un démence va avoir une difficulté d'expliquer qu'il a mal aux gorges. Ils vont juste manger un peu moins. Et on ne va pas toujours être capable de voir, il mange moins depuis 3-4 jours. On devrait faire un dépistage. Ce n'est pas aussi facile à diagnostiquer ou à décider de faire un dépistage dans les populations qui sont plus vieux. Wow. Puis j'ai vu récemment, tu avais partagé un petit vidéo, je pense hier, c'était comme des infirmières avec un masque, avec un X, pour dire, puis j'ai l'impression, j'avais vu ça dans les nouvelles un peu, que tu avais des endroits qui disaient, ah, t'as pas le droit de parler aux médias ou des affaires comme ça de la situation. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as vues, des gens qui se font dire, t'as pas le droit de raconter ce qui passe ici. Obviously, en ce moment, tu es en train un peu d'en raconter un peu. Donc, j'ai l'impression que toi, tu as soit ce droit-là ou soit tu leur dis F you, mais comme c'est quoi le climat un peu? Est-ce que c'est un climat? J'avais eu l'impression, selon certains articles, que c'est comme tu avais du monde qui gérait mal, puis que là, tu avais des choses complètement illogiques qui se passaient. Évidemment, ça a l'air que c'est pas le cas à ton endroit, mais est-ce que tu as entendu des affaires de même? Puis c'est quoi un peu le climat là-dedans? Comme je suis un peu chanceux, comme j'ai dit dans un de mes posts, parce que
je travaille pas vraiment dans les CHSLD ou dans les RPA. Je trouve que c'est vraiment là où il y a beaucoup de problèmes. Et mon amie qui a fait cette YouTube vidéo, Nathalie Doucette, c'est quelqu'un on avait fait notre maîtrise ensemble et elle faisait les soins infirmières praticiennes, mais là, elle a décidé de faire son PhD parce que c'était plus elle a découvert qu'elle aimait plus ça. Mais je suis très fière d'elle. Elle a travaillé dans les CHSLD. Elle a arrêté ses études pour son PhD et elle a décidé de travailler au CHSLD. Alors, je pense qu'elle faisait des blogs à chaque jour, qu'elle travaillait. Elle a attrapé la COVID, Oh, en wow. fait. Oui, mais elle est correcte quand même. Ouais. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je suis chanceuse parce que je travaille dans des bons milieux, je trouve, mais j'entends des histoires qui sont vraiment tristes et je ne sais pas comment les infirmières peuvent travailler dans des conditions comme ça. Mais j'ai lu un peu que Danielle McCann, il y a un place où maintenant les travailleuses de santé peuvent donner leur expérience. Ouais. Quand même à un courriel. Alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais C'est comme une boîte à suggestions un peu quand les élèves sont ça. fâchés d'une affaire, puis là tu te dis ah mettez ça dans la boîte à suggestions, puis tu sais pas si ça va te rendre. Ben bon, faut être de bonne foi puis imaginer que ça va se rendre, mais c'est en tout cas il y avait des histoires de problèmes, puis bon, je suppose que les endroits que tu travailles, toi, une chance c'est quand même bien géré, mais ouais, c'est des espèces d'histoires d'horreur que tu fais comme. Tu sais, c'est sûr, en temps de crise, c'est comme difficile à gérer, évidemment. Puis il y a tellement d'infirmières qui sont surmenées, qui font des heures de travail qui ont aucun bon sens. Tout le temps du temps supplémentaire sur temps supplémentaire. C'est drôle, j'avais reçu un targeted ad sur Facebook pour travailler dans un CHSLD, tu sais, puis comme Facebook sont quand même bons dans leur algorithme pour targeter les gens, fait qu'ils devraient savoir que moi, je suis tellement pas, je suis trop fainéant puis trop peureux pour ça, mais ça veut dire qu'ils sont rendus à élargir le cercle jusqu'à ce point-là parce qu'ils sont comme désespérés d'avoir du monde parce que comme c'est comme pas vivable puis ça arrête pas de drop out. Je pense même qu'ils payaient l'hôtel puis ça te payait comme vraiment cher. Euh, Fait que en tout cas, ça a l'air d'être vraiment un peu le chaos. J'ai un ami qui est audiologiste, donc ça, c'est pour ses oreilles, puis qu'il a été envoyé à travailler dans un CHSLD. Mais tu sais, il y a Ouais, comme. Tu sais, sa formation, c'est pas tant là-dedans. Puis en tout cas, non. ça crée comme. Oui, il n'y avait rien à faire en ce moment, parce que justement, comme tu dis, les gens veulent pas aller dans des hôpitaux ou whatever pour des affaires mineures. Puis ça risque de s'empirer, mais comme en ce moment, ils ont peur de la COVID, un peu avec raison. Mais après ça, comme je pense que c'est quand même mieux de laisser la personne qui n'a pas l'expertise être là. Puis t'as des affaires des élèves qui s'en vont travailler là aussi, puis tu sais, du secondaire parce ils ont rien d'autre à faire. En tout cas, c'est assez épeurant. Mais toi, comment. Là, toi, à la base, tu travaillais comme 3, 4 jours semaine. Tu étais temps partiel Mhm, pour pouvoir quand même t'entraîner au niveau que tu t'entraînes, de faire mhm. des championnats du monde, des choses comme ça. Maintenant, est-ce que ça a augmenté ta charge de travail? Puis comment tu deals avec ça? Oui, c'est sûr qu'après les mondiaux, j'ai décidé de revenir travailler temps plein comme IPS et j'ai décidé de rester temps plein juste pour faire un peu d'argent et tout ça. Donc, temps plein pour les IPS, c'est 35 heures par semaine. Mais maintenant, alors 70 heures par deux semaines. Mais là, je fais des heures plus comme, je pense pour ma prochaine paye, ça va être comme 83 heures, quelque chose OK. pour 2 semaines. Alors, j'ai fait un peu plus de temps supplémentaire pour le moment, mais je suis maintenant, je fais moins de millage et les Ouais. entraînements sont moins gros, donc c'est correct quand même. Je suis capable de faire tout ça et maintenant, je cours pour le plaisir, mais j'aime aussi faire des entraînements. Alors aujourd'hui, j'ai Ouais. fait un gros entraînement et je suis contente de faire ça. Et je veux quand même rester en forme parce que si jamais on est capable de faire un autre marathon bientôt, j'aimerais être capable
d'être prêt pour le build, mais je ne sais pas si ça va arriver cette année. J'essaie de rester positif, mais je Ah oui, crois. juste quand on se jasait, tu me disais ça, que tu venais de faire un petit 30 km à matin, là, tu sors de la douche, puis après ça, tu t'en vas travailler à 4 heures. Tu sais, je sais pas comment, en tout cas, je sais pas comment tu fais, parce que tu dois avoir les jambes, tu sais, tu as fait un entraînement, c'est 30 easy, 30 marathon pace plus 30, fait que toi, c'est autour de quoi, 4-10 peut-être ton J'ai fait un peu plus MP30? vite. J'ai fait comme En plus, 3,57 ou quelque chose. 3,57. Oh my God, man. OK. 3,57. Puis après ça, ton marathon pace, c'était genre du 3,30, 3,35, je pense. 3,36. OK, 3,36. 3,36. Ouais. Ouais, fait que. Wow. Fait que là, après ça, tu t'en vas travailler comme debout. En tout cas, moi, j'ai fait une journée debout pour distribuer les effets des élèves qui disaient qu'ils revenaient pas le 25 mai. Puis là, Mhm. maintenant, on sait qu'ils reviennent. De toute façon, personne va revenir. Mais juste ça, ça m'a tellement défoncé les jambes. Puis je me disais, mon Dieu, les pauvres infirmières, ça doit être tellement rough, tout, Ouais. tout debout. Puis, ouais. Fait que, euh, bref, je me souviens plus trop où est-ce que je m'en allais. Ah oui, ben c'est ça, on jasait d'entraînement. Donc là, toi, en ce moment, tu ne vois pas, tu continues à t'entraîner, tu dis pour le plaisir. Mhm. Euh, Comme ton millage, en général, mettons, c'était quoi avant, puis maintenant, c'est plus rendu autour de quoi en termes de minutes ou kilomètres? Mais avant COVID, c'est sûr que moi, je voulais faire le demi-marathon de New York. Et Ouais. ensuite, il y avait un camp d'entraînement que je voulais faire avec la Fédération québécoise. Et je ferais plus des 10 kilomètres cet été. Et ensuite, je commencerai mon build pour Berlin. Alors, c'est sûr que j'avais des semaines où je faisais 140 pour le build de New York. Je n'ai pas vraiment fait le millage comme je ferais pour un marathon, mais je faisais quand même entre 100 et 140 km par semaine, mais plus 120 et 140, je dirais, ou 130. Mais il faudrait que. Après ça, j'avais quelques semaines où je faisais juste comme en bas de 100 parce que j'avais fait mon taper pour New York. Et là, COVID a commencé et il n'y avait plus de course. Et là, après ça, je cours environ depuis fin mars, je fais environ entre 100 et 130 km par semaine, je dirais. Mais ouais, en général, plus que 100, comme peut-être 120, 110, ça dépend. Ouais. OK. Mais quand même des OK. bonnes sorties. À chaque jour, je sors environ comme 15 à 17 km par jour. Et là, je vais prendre une journée off. Alors, avant, je ne prenais pas vraiment une journée off. Mais maintenant, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, je prends une journée off. Mes longues sont 2 heures max. Je ne fais pas plus que ça. Je ne vois pas le but de faire plus que ça. Et ouais, alors, c'est sûr que mon millage, dès que je recommence un build, je ferai plus des doubles. Je ferai un long qui est 2 heures et demie. Donc, ça va donner plus de millage. Mais pour le moment, je fais mon 75 minutes après travail chaque jour. Alors, ça, c'est environ 15 à 17 kilomètres. Et je fais un petit entraînement. Des fois, ça va être plus. Et les fins de semaine, je fais un entraînement et un long. Alors, c'est ça. Tu dois avoir des jambes tellement défoncées. Quand tu me dis là, après ton shift, tu t'en vas faire un 75, comme moi, j'imagine juste les jambes complètement défoncées. Mais donc, toi, comme tu le vois que dans le court terme, il n'y en aura pas. Fait que pour toi, c'est pas tant grave que tu sacrifies un peu t'es pas à ton top de ton training parce que de toute façon, c'est encore dans un futur un peu éloigné, là. On sait que ça va pas être avant septembre. Ouais. Toi, ça te dérange pas tant au final, comme tu te dis, c'est correct parce que anyway, je peux pas tant m'entraîner vu que j'ai pas de courses qui s'en viennent. C'est un peu ça ta philosophie. C'est ça, c'est ça. Je, je, oui, il n'y a pas de course. Alors, pour moi, je ne veux pas faire. Je trouve comme pour faire plus que 130 km par semaine, j'ai peur que je vais être dans un peu de fatigue. Comme Ouais. le but de l'entraînement de marathon, il faut accumuler un peu de fatigue. Comme
ça, c'est le but parce que là, éventuellement, tu vas faire ton taper et tu vas avoir les jambes qui, après le taper, tu vas être vraiment prêt pour faire ta course de marathon. Mais moi, je ne veux pas être trop fatiguée parce que je veux aussi que mon système immunitaire fonctionne bien. Je ne veux pas attraper Ouais. du COVID. Ouais, ça, Donc, c'était un autre sujet de discussion qu'on avait, tu sais, comme une responsabilité un peu des athlètes de faut quand même qu'on fasse attention parce que c'est ça, quand on se pousse vraiment les grosses semaines, on se met clairement à risque. Toi encore plus, vu que tu travailles ces lignes de front. Mais ouais, c'est quand même un aspect important de ne pas trop se surmener en ce moment, là. c'est ça. Je veux pas ouais, je veux pas que mon système immunitaire ne fonctionne pas bien. Alors, je pense que je ne veux pas rentrer au travail comme quand on fait les gros, les doubles et tout ça. C'est sûr que des fois, je rentre au travail, je suis physiquement un peu plus fatiguée. Et je ne pense pas que ce serait une bonne idée de faire ça au Ouais. Mais pour faire mon 130, 120, 110 km par semaine, ça ne me fatigue pas trop. Ça me donne l'énergie. Et comme quand je fais ma sortie, je veux vraiment sortir. S'il y a un jour où je ne veux pas sortir, comme hier, c'était vendredi, j'ai revenu, il pleuvait. J'ai dit, je pourrais sortir, mais est-ce que c'est nécessaire? Dès que je me questionne, je dis, OK, non, journée off. Je n'ai Ouais. pas pris une journée off depuis 2 semaines, je prends un jour off, c'est tout. Alors, et là, j'ai sorti ce matin, j'ai fait 30. Donc, c'est comme, il faut faire ce que tu veux maintenant. Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Donc, Ouais, je pense que je vis ça un peu comme toi, sauf que moi, en tout cas, je suis pas sur ligne de front, puis je travaille pas tant en ce moment. Je fais juste des petites vidéos, des petites capsules éducatives pour les élèves. Mais moi, je suis un peu dans le même mood que toi, ouais, vu que je sais qu'il n'y a pas de compétition qui s'en viennent, tu sais, si j'ai pas envie de le faire, puis que comme je me dis, techniquement, je peux prendre une journée off, ou j'en prends deux, c'est pas grave, j'ai pas de compétition dans un bout, ça devient plus facile, puis c'est pas une mauvaise chose, surtout pour toi en ce moment, que tu dois vraiment faire attention à ton système immunitaire. Mais je trouve que ça devient tellement facile de juste faire Ah, pas grave, tu sais, ouais, on va skipper, puis des c'est fois tu ça. compenses en faisant une run de 30 km, des affaires de même. Puis moi, l'autre fois, c'était un marathon surprise, mais tu sais, C'est ça. Ouais, vous avez ri de moi un peu, hein? Oui, oui, je dis, oh my God, pourquoi est-ce qu'il a fait un marathon? What a dumbass. What a dumbass. Mais il faut juste courir pour le plaisir maintenant, je Ouais, pense. Je pense que quand on va savoir qu'on peut faire des courses encore. Ça va être graduel. Ça ne va pas recommencer demain tout à coup. Donc, on va avoir le temps de de revenir en forme et on va être capable on va avoir quelques mois avant qu'on fait des compétitions, je pense, où on pourrait comme faire un build et tout ça. Les premières courses, pas grave, là, ça va pas être une grosse compétition, ça va juste pour rentrer, faire quelque chose de plus vite et c'est ça. Moi, j'ai pas trop peur de perdre un peu de mon fitness. C'est correct, il faut accepter ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a plusieurs athlètes, pour les athlètes de vraiment au niveau, parce qu'il y avait les mondiaux et après Tokyo qui étaient vraiment proches, je pense. Alors maintenant, ils ont plus de temps pour vraiment prendre plus de pauses et revenir en forme. Je pense que ça va être mieux pour beaucoup d'athlètes quand même. on va justement aller sur ce sujet-là très bientôt. Je voulais juste finir le point avec, comme tu dis courir pour le plaisir, puis comme moi, j'ai l'impression que si je courais uniquement pour le plaisir, je ferais pas les workouts parce que tu sais, Mhm. c'est quand même, c'est tough mentalement, surtout quand tu les fais tout seul, je trouve. Toi, Mhm. est-ce que tu vois ça comme ça, est-ce que c'est quand même un peu la pensée de je veux quand même pas perdre toute ma fitness, qui est la raison pourquoi tu vas faire, mettons, un workout genre un 30-30-30 là, avec un 30 marathon pace plus 30 puis un 30 marathon pace, que Mhm. tu sais, c'est pas tant le fun comme workout, c'est pas Mhm. mal pénible, mais c'est sûr qu'il y a un petit peu l'aspect tu sais, de se challenger, qu'on a tous ça un peu, mais Ouais. est-ce que c'est plus la pensée de je veux quand même garder de la fitness, puis quand il va y avoir le retour aux courses, être prêt, ou toi, c'est juste comme ben, j'aime faire des workouts, puis sinon, tu sais, je me sens pas bien si je les ai pas fait. C'est quoi un peu qui te motive à continuer à faire des workouts? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, moi en partie, puis je pense qu'il y a d'autres mondes souvent qui m'envoient des messages qui me disent comment tu fais pour garder la motivation de faire des entraînements? Pour moi, c'est sûr, c'est pas une course parce que pour moi, je vois pas.
je suis peut-être plus négatif, mais je ne pense pas que je vais courir un autre marathon pour une autre année ou plus. Donc, je pense que ça va être long avant qu'on peut faire comme un marathon à un niveau international. Donc, ça, c'est toujours le marathon qui me motive pour vraiment faire les gros builds, les grosses semaines de 160 plus kilomètres. Mais pour faire un entraînement, c'est vraiment juste pour moi. Comme, c'est sûr, je partage sur mon Strava et tout ça. Il y a un peu de ego aussi, mais en même temps, comme c'est vraiment pour moi parce que j'aime la stimulation d'avoir fait un entraînement. J'aime le challenge. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas me forcer. C'est sûr que pendant un gros build de marathon, c'est sûr, il va y avoir un entraînement où tu dis, oh my God, je ne veux pas faire celui-là. Maintenant, tous les entraînements que je fais, il y a juste 2 par semaine quand même. Et même si je ne veux pas faire un, John, il ne va pas me dire, oh, tu n'as pas fait un entraînement. Lui, il veut juste que les athlètes soient contentes maintenant, je crois. Donc, si jamais il y a un moment où je ne veux pas faire un entraînement, je ne me force pas. Alors, tous les entraînements que je fais, c'est vraiment parce que c'est dans moi. Il n'y a pas cette nécessité. There's no need pour un. C'est pas vraiment pour un cours. C'est vraiment juste pour moi parce que j'aime entraîner. J'aime entraîner, oui. C'est ça. Ouais. Et j'ai comme une satisfaction de faire un entraînement. Mais J'aime entraîner. est-ce que c'est un mélange de, tu sais, aussi de guilt avoidance, tu sais, de ne pas vouloir te sentir coupable de ne pas l'avoir fait après? Comme moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de ça, que tu sais, si je le fais pas ou quand je le remets au lendemain, là, je me sens mal, je suis comme, OK, non, je vais le faire le prochain jour. Fait que si tu un mélange des deux, si tu plus un que l'autre pour toi, de sentiment de satisfaction versus avoir euh, avoir pas, te pas sentir coupable? Non, je pense pas. Parce que hier, j'étais un peu coupable hier que j'ai pas sorti, mais j'ai dit, je suis coupable pour comme vraiment comme 5 secondes et après je suis comme, OK, whatever. Mais c'est correct. Comme, même la semaine passée, c'était la semaine, non, il y a 2 semaines, il y avait un virtual time trial avec un groupe Phoenix, c'était un 10 km. Et là, j'étais appelée comme plusieurs fois à la dernière minute pour faire des shifts. Et j'ai dit non, c'est sûr, je ne vais pas sortir pour faire un entraînement, un time trial de 10 km. Comme time trial pour moi, c'est comme une course. Donc, je vais me donner mon 100%. Et après, je vais travailler au unit COVID. C'est sûr, je ne vais pas faire Pas un ça. bon plan. J'ai dit non et j'étais coupable, mais pour comme 5 minutes. Et ensuite, après, j'étais correcte. Comme Move on. je dis, OK, non, j'ai fait la bonne décision. Je ne dois pas me pousser trop maintenant et tout ça. Donc, c'est pas vraiment parce que je sens coupable, parce que des fois, j'aime faire des entraînements. Ça me rend contente. J'aime entraîner et c'est sûr, comme juste sortir pour faire un easy jog, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, c'est sûr. La plupart des sorties sont faciles pour moi, mais je trouve que j'apprécie plus les sorties faciles si je fais quelques entraînements aussi. Ça, c'est vrai, je pense, comme quand ça fait longtemps que j'ai pas fait un workout, là, même les sorties faciles, c'est comme il faut que j'aille faire 90 minutes. Là, maintenant, après avoir fait après avoir fait un gros workout, là, après ça, je m'en vais faire une sortie facile. Je suis comme c'est so easy, c'est tellement relax, ça fait du bien. Euh, Cool. Fait que là, je vais aller. J'avais des questions qui étaient reliées justement aux Jeux Olympiques. Donc, j'avais Philip Blackburn qui est très productif dans les questions. Merci beaucoup. Qui dit tout d'abord, que penses-tu de Team Canada qui a décidé de ne pas aller aux Jeux Olympiques avant que le Comité olympique repousse ça à l'an prochain? Donc, il y avait, on se souviendra, il y avait je pense que Team Canada était une des premières équipes, si c'est pas la première, à avoir juste dit nous, on n'enverra pas nos athlètes cette année parce que c'est trop chaotique avec le COVID. On veut pas que ça se spread. On cautionne pas cette activité. Donc, là, c'est sûr, avec du recul, c'est plus facile de donner raison. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu en pensais à ce moment-là? Puis maintenant, aujourd'hui, un peu, si tu veux dire tes pensées.
c'est sûr, j'ai pensé que c'était quelque chose de positif. C'est sûr que c'était un bon leadership de Canada, je crois, et c'est sûr que si les États-Unis faisaient la même décision, ça serait non, c'est sûr. Donc, j'étais contente que Canada a fait cette décision-là. C'était une bonne décision parce que, pas juste, même si c'était juste les élites, 100 personnes qui vont venir voir l'événement, là, même pour les athlètes, comment est-ce qu'on va être capable de faire nos entraînements en groupe? Comment est-ce qu'on va être capable de faire un entraînement avec notre coach si on a cette distanciation de 2 mètres? Et les personnes qui font, c'est pas juste pour la course à pied, mais même pour les, les, les sports de groupe, comment est-ce qu'ils vont être capables de s'entraîner ensemble, même s'ils sont tous négatifs? euh, Ils font des dépistages plus souvent. Je ne crois pas que it's not safe pour les athlètes. Et là, tu vas demander aux athlètes de prendre des voyages pour aller faire des camps d'entraînement dans des autres pays. Et ensuite, ils doivent aller au jeu. Et c'est sûr, ça ne va pas être la même expérience non plus. Je crois que c'était une bonne décision pour the safety of the athletes, mais aussi pour que, j'espère, dans un an, on pourrait avoir une expérience plus comme le passé, où on peut avoir beaucoup de personnes qui nous encouragent. Parce que ça fait un partie de l'expérience aussi, Ah d'avoir ouais. d'avoir des fans quand même. Donc, c'est sûr que l'expérience, ça serait vraiment difficile. C'est ça, ça va être différent, je crois. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont porter les masques. Peut-être qu'il va y avoir moins de personnes dans les stades. On va voir qu'est-ce qui va arriver après COVID. On ne sait pas comment les personnes vont réagir et s'il va y avoir une deuxième wave. On ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver. C'est un nouveau virus et on doit vraiment attendre pour savoir qu'est-ce qui est le futur. Mais je crois que c'était vraiment un bon choix. Et je crois que plusieurs athlètes étaient contents du choix parce que ça leur donnait plus de temps. Parce que pour beaucoup de personnes, ils savaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur entraînement comme il faut. Donc, c'était trop de stress. Oui, beaucoup trop. Et juste, il n'y avait pas assez de temps faire, pour qualifier aussi. Il y avait beaucoup d'athlètes qui n'ont pas encore qualifié pour leur événement. Alors, il faut qualifier avant. Donc, si tu n'as pas fait un 10 000 et tu n'as pas fait ton temps, comment est-ce que tu vas trouver une course internationale à un niveau assez haut pour faire le temps de qualification? Et là, tous les temps sont plus vite. Donc, je pense que c'était une bonne idée. Ça va donner plus de chance à tout le monde de qualifier. Pour les marathoniennes, là, il y avait, je pense, le World Athletics a décidé que toutes les courses avant, et je ne sais pas c'est quand, décembre, je crois, vont pas compter pour Tokyo. Donc, s'il y a une course, je ne sais pas, en novembre, même si je fais un 2,25, ça ne va pas compter pour Tokyo. OK, jusqu'en décembre 2020, au 31 décembre 2020, ça va tout pas compter. Donc, c'est pour un peu pour pas encourager l'organisation de courses avant Ouais. ça. Ouais, c'est quand même un choix démocratique parce qu'il y a plusieurs pays où les personnes pourront recommencer à entraîner ensemble et faire des courses, mais pas d'autres places. Ouais. Même là, en Canada, on voit une différence comme en Vancouver, ils sont capables de courir ensemble avec leurs amis. Nous, ici à Montréal, on peut pas. Moi, je ne suggérerais pas de sortir en groupe encore, c'est sûr. On n'a même pas le droit, mais c'est sûr qu'il y a des changements. Même les différentes provinces ont des différents niveaux de, 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 de cas. Donc, je pense que c'est mieux d'attendre. Ça, c'est un bon choix aussi, je crois. Oui, ben, moi aussi je suis d'accord. Puis c'est ça, t'avais tellement d'athlètes qui étaient dans l'incertitude que tu sais, c'est comment tu fais ça, ils savaient même pas est-ce que je continue à m'entraîner pour avoir mon pic à ce moment-là, puis qu'ils pouvaient pas s'entraîner, tu sais, que les pistes d'athlétisme étaient pas accessibles, puis ça, on parle juste pour la course. En fait, nous, on est chanceux techniquement parce qu'on peut toujours courir, mais on pense à tous les autres sports que là, ils pouvaient plus rien faire. Donc, ouais, moi aussi, je pense, même au moment que c'est arrivé, moi aussi, je pense que j'étais de l'avis que ça faisait du sens, puis c'est ça que
C'est ça. Je pense que c'était une bonne décision aussi. Puis, une autre question, penses-tu que c'est viable de présenter les Jeux olympiques l'an prochain avec les mesures de distanciation, les règles d'hygiène, les piscines? Donc, on passe à tous les nombreux événements de nage et autres installations sportives qui sont fermées, empêchant l'entraînement, la probabilité d'attraper le COVID avant une compétition, etc. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, là, c'est pour être en 2021, ben, même ça, euh, est-ce que tout va rouvrir à temps, tout ça? Donc, c'est quoi que tu penses un peu de ça? Penses-tu que 2021 est toujours faisable? Puis, est-ce que c'est likely ou qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Hmm. J'espère, mais Ouais. on sait, moi, je peux même pas dire est-ce qu'il va y avoir, Mhm. parce que c'est juste maintenant qu'on commence parce que même en Europe, je pense qu'en Italie et en France, ils commencent à sortir un peu plus maintenant. Euh, En Chine aussi. Mais on n'a pas assez d'informations et de data pour le moment pour voir si les mesures de distanciation, si ça va vraiment fonctionner. Est-ce qu'on va avoir quand même un deuxième vague? Je pense je peux même pas dire. J'espère que oui, mais je peux honnêtement même pas dire. Au niveau de notre ministère, il nous dit personnellement, comme professionnel de la santé, on va dans ça mais comme professionnel de la santé, c'est différent que la population en général, mais je pense qu'on Mhm. va vivre avec ça pour une autre année ou deux, il nous dit. Wow. Ouais, Alors, puis moi, je je ne suis suis pas. pas Ouais. trop positif, OK? Ouais. Mais c'est mieux ça. Selon moi, c'est mieux d'être pessimiste puis d'être peut-être agréablement surpris que d'avoir des attentes que ça va être fini dans 2 mois, puis après ça, c'est déception après déception. Avant qu'on Mais ait ouais, un vrai vaccin qui fonctionne bien, ouais, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Comment on n'a pas un contrôle du virus? Il y a une transmission dans les communautés. La seule chose qu'on va faire maintenant, c'est avoir assez de lits pour traiter les personnes qui vont se rendre à l'hôpital. On ne peut ouais. rien d'autre faire. Donc, on essaie de contrôler, mais même là, en Québec, on n'a pas vraiment un contrôle. Ouais, c'est hors de contrôle un peu, là, si on À regarde. Montréal, Québec, je Ouais, pense que c'est correct, mais plus à ouais. Montréal. Il y a plusieurs raisons pour ça, je crois, mais et dans les autres parties, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les autres parties du monde. Et j'espère que peut-être le virus, ça va devenir de moins en moins virulent. J'espère que ça va arriver, mais on ne sait pas. Et on n'a même pas assez d'informations pour dire combien de temps est-ce que tu es are you immunized for Ouais. après que tu as le virus? Est-ce que c'est 90 jours? Est-ce que tu es toujours immune après que tu l'attrapes? On ne sait pas assez. On n'a pas. Alors, moi, je ne peux même pas répondre à cette question-là. Mhm. Je vis jour à jour. C'est sûr, je ne suis pas un epidemiologist ou un infectious control ou quelqu'un qui travaille en infectious disease, Mhm. mais je travaille au front et Ouais. je n'ai pas l'idée que ça va arrêter bientôt. Donc, Ouais. je Puis pense tu que pas. les Olympiques, si ça va arriver en 2021, ça va être différent. C'est sûr que la distanciation, je pense que si on n'a pas de vaccin, c'est sûr que ça va être différent. Et je pense qu'il va y avoir moins de personnes qui vont aller voir les Jeux, c'est sûr. Les Moi, personnes moi, vont moi, avoir j'ai moi, j'ai l'impression que ça va être. Si c'est pas réglé, je pense pas que tu peux tenir les Olympiques comme il y a tellement de. Le but à la base, c'est de faire de l'argent, mais tu vas pas faire de la. Il y aura ouais, peut-être que par le television rights, tout ça, les gens seront sur leur télé et tout, mais ouais, c'est sûr, c'est une expérience différente quand t'as pas les grands stades remplis de gens. Puis j'ai Ouais, juste l'impression de faire voler tellement de personnes, de faire voyager, comme c'est comme une recette pour le désastre. Fait que en tout cas, ça c'est mon avis de Ticoun qui a vraiment aucune formation là-dedans. Mais j'ai c'est ça. l'impression, moi j'ai l'impression que ça sera probablement annulé à moins qu'il y ait un vaccin miraculeux ou que tout d'un coup on devienne tout immunisé puis que ça fonctionne bien. Mais puis C'est quoi? tu disais tu avais peut-être des idées comme pourquoi est-ce que Montréal c'est si l'enfer? Est-ce que c'est
la densité de certains quartiers, on a vu, c'est fou, on pense que Montréal, c'est une petite ville, si on veut. Puis oui, c'est sûr, tu compares à New York ou à d'autres villes, oui, c'est petit en termes de population, mais il y a des endroits qui sont ultra denses à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des petits blocs appartements à cause en partie Mhm, de la pauvreté. Tu sais, que mhm, tu es obligé de partager ça avec un tel nombre de personnes pour get on, tu sais, avec ta vie. Est-ce que tu mhm. penses que c'est ça le principal facteur ou sinon c'est quoi tu penses qui fait que Montréal, c'est tellement un shit show comme ça? Mhm. C'est sûr que oui, il y a je pense qu'on peut voir où les faiblesses dans notre système de santé, où il y a des faiblesses. Et c'est sûr qu'il y a quand même probablement un pourcentage de personnes qui sont très pauvres, qui vivent dans euh, des places très pauvres. Peut-être la ventilation, c'est pas très bien. Alors, le virus, ça peut circuler. C'est des personnes qui vivent dans les places très in close quarters. Alors, c'est sûr que c'est un plat et c'est souvent des personnes qui sont essentielles, qui doivent travailler, donc, et souvent pas avec une protection. Donc, c'est sûr, c'est des Ouais, personnes qui vont l'attraper, le virus, et souvent, c'est des personnes qui ont des maladies chroniques, ils ne sont pas toujours en la meilleure santé, déjà, pour commencer. Donc, c'est sûr, ces personnes-là peuvent l'attraper. Au niveau aussi, il y a toujours, je pense qu'on était juste un peu trop tard à Québec. Je sais que François Legault a vraiment, il a comme arrêté beaucoup de choses avant les autres provinces, mais en même temps, je trouve que c'est sûr que tout le monde dit ça, mais le March Breaks, je trouve que c'est vraiment ouais, staggered. Il y a beaucoup de différentes semaines de semaines de relâche à Québec. Alors, il y a comme fin février, début mars, et c'est vraiment avant ça. Alors, beaucoup de personnes ont déjà voyagé. Aussi, on a toujours nos snowbirds, les personnes qui vont partir à Montréal. Probablement, il y a plus que les autres places en Canada parce qu'il fait très froid ici. Alors, on a beaucoup de personnes âgées qui vont aller à Floride et vont revenir. Donc, il y a ça qui nous amène plus. Et aussi, c'est sur nos populations en CHSLD, peut-être c'est plus culturel. On a plus de CHSLD que d'autres places, peut-être. Je crois qu'il n'y avait pas assez de dépistage. Il y avait des dépistages qu'on faisait pour les personnes symptomatiques, mais comme j'ai expliqué avant, les gériatres, ils vont vraiment avoir un différent type de symptômes pour COVID. Comme j'ai dit, ils sont vraiment minimes. Alors, ils vont juste manger un peu moins, troubles de comportement un peu plus ou cognition. Ils n'ont même pas de toux, même pas de fièvre. Donc, je pense que ça prendrait vraiment quelqu'un qui est rentré dans chaque CSHLD, chaque RPA et qui faisait des dépistages dès le début pour trouver qui était positif, qui était négatif. Parce que là, quand ils ont rentré pour faire tous les dépistages, parce qu'il y avait une personne positive, et là, on teste tout le monde était positif. J'ai travaillé dans un RPA où tout le monde, except 3 patients, étaient positifs, et je crois que c'est juste des faux négatifs, c'est sûr. Donc, et le staff était positif, except la personne qui travaille aux cuisines parce qu'il a moins de contact avec les patients. Donc, est-ce que c'est un problème de ventilation? Et c'est sûr que personne portait des protections. Alors, je pense que dans chaque RPA, dans chaque CHSLD, ça prendrait vraiment un isolement de les patients dès le début. Ils ne faisaient pas ça. ouais, Ils mangeaient encore ensemble. Alors, dès que tu as beaucoup de personnes qui vivent dans une place, on a la chance de transmettre un virus. C'est sûr. Donc, je pense que c'était un perfect storm pour les CHSLD. Et déjà, il y a moins de personnel. Alors, dès que tout le monde tombe malade, là, les patients sont laissés là et c'est des patients ou des gériatres qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin de changer leur couche, qui ont besoin de quelqu'un pour leur aider à manger. Alors là, tu trouves plein de personnes qui sont déshydratées, qui ont des risques d'infection à cause des plaies de lit qui n'étaient pas, les pansements qui n'étaient pas changés. Alors, tu as des personnes qui vont mourir pas vraiment du COVID, mais des complications qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Alors, c'est ouais. vraiment triste. C'est comme dans un third world country c'est vraiment, vraiment triste. Donc, et c'est pas chaque CHSLD qui est comme ça, mais on entend plusieurs qui étaient comme ça. Donc, je pense que
prendra plus un pensée plus proactif. Je pense qu'on a bien fait de ne pas laisser, au début, de ne pas laisser les autres personnes et les familles de rentrer dans les CHSLD, mais je pense que ça prendrait vraiment un isolement pour chaque patient pour 14 jours. Dès que ça a commencé, dépister tout le monde, même les travailleurs de la santé qui étaient négatifs, et les redépister régulièrement. C'est sûr, les travailleurs de la santé, il y en a plein qui sont asymptomatiques. Moi, je crois en ça. Et c'est nous qui va le transmettre à les autres personnes. On n'a pas assez de personnel pour aller. Moi, je travaille dans les deux zones, zone chaude et zone froid. C'est sûr, quand je travaille dans mes zones froides, je porte toujours mon protection pour ne pas transmettre ça à mes patients. Je lave tout mon bureau et toutes les chaises avec quelque chose entre chaque patient. Je fais mon mieux pour ne pas transmettre quelque chose à eux. Et dès que j'ai un symptôme, je vais me faire dépister. Mais il n'y a personne maintenant qui me dit de me faire dépister si j'ai aucun symptôme. Il n'y a personne. Je pourrais, si je voulais, dire que j'ai un symptôme et aller me dépister. Mais est-ce que je vais prendre mon seule journée off pour faire ça? Il faut penser à ça. Ouais. Ouais. Donc, je pense que ça prendrait plus de dépistage et je sais que ce n'est pas facile. On dépiste chaque personne qui est hospitalisée et dès que tu rentres dans l'hôpital, tu es dépisté plusieurs fois parce que chaque fois que tu changes d'étage ou que tu sors ou que tu rentres, tu vas être dépisté. C'est sûr, dans l'hôpital, tu vas être dépisté beaucoup. Dans les CHSLD, dans les RPA, c'est sûr, on dépiste beaucoup maintenant, mais au début, on était trop tard parce que tout le monde était déjà positif dans plusieurs places. Là, avant que les enfants rentrent à l'école, moi, je penserais que ce serait mieux de dépister chaque enfant qui va rentrer à l'école pour que les enfants qui sont positifs, pourquoi ils ne restent pas à la maison? Des choses comme ça. Pour au moins contrôler un peu plus, parce que là, on va voir les éclosions. C'est sûr, ça va arriver. Même dans les garderies, la seule raison qu'on ne savait pas s'il y avait des éclosions, parce qu'on ne les testait pas. On ne testait pas les enfants. Ouais. Même quand j'ai travaillé dans les CDE, même s'ils étaient symptomatiques, c'est sûr, je leur envoyais chez eux et il fallait faire le quarantaine pour 14 jours, tout ça, mais ils vivent avec leur famille. On ne dépiste pas les membres de la famille, juste les personnes symptomatiques. Donc, mais même là, il n'y avait aucun dépistage qui était fait et il y avait juste un document qui était envoyé à Santé publique. Et c'était parce qu'il y avait un manque je pense, de dépistage. Et aussi, est-ce qu'on a assez est-ce qu'on est capable en Québec d'avoir pas le matériel, mais aussi juste pour faire les dépistages et assez personnel Ouais. pour faire ça à chaque jour. Alors, je sais qu'on augmente nos quantités à 14 000 par jour et j'espère que ça va augmenter de plus en plus, mais ce n'est pas une situation qui est très facile. Et maintenant, on peut dire, OK, oui, c'est sûr, ça prendrait des dépistages dans toutes c'est facile à dire maintenant, mais il faut toujours penser à nos populations à risque. Et c'est sûr, les gériatres et les personnes âgées sont des personnes à risque. Personnellement, je n'ai pas peur pour les enfants. Toutes les informations qu'on a pour les enfants, pour le moment, sont assez positives. Je ne crois pas qu'il y a un gros risque pour les enfants, même pour les jeunes. Oui, il y a quelques cas, mais ça, c'est rare. Le problème, c'est surtout la contagion, c'est qu'ils contaminent d'autres personnes. C'est ça Ouais. qui me fait peur. Les personnes âgées de 60 ans et plus, on voit vraiment que ça, c'est où il y a le plus de décès, en fait, et les personnes avec les maladies chroniques. Moi, je ne suis pas prêt, personnellement, de voir notre population de 60 à 70 ans mourir pour le moment. Ouais. Je ne suis pas prêt. Ouais. Puis moi je pense, là, thank God qu'ils n'ont pas ouvert les écoles parce que tu avais la directive, ouais, faites garder, là, les garderies sont fermées, fait que faites garder vos enfants par vos grands-parents. Mais t'as les enfants qui iraient à l'école. Ouais. C'est comme, moi je suis comme, c'est c'est tellement un hotbed de germes, une école, Mm-hmm. malgré tout ce que tu peux y faire, toutes les. On a des directions qui essaient de penser, puis qu'on trouve des affaires, mais comme une école, là, à 50%, déjà là, c'était tough. Là, en Mm-hmm. septembre, à 100%, je sais pas ça va être comment, mais les écoles débordent en ce moment. Fait que c'est comme. euh,
je sais pas que ça va être quoi la solution, mais tu sais, c'était comme un non-sens dans ma tête quand il disait, puis je pense que c'était le monde qui disait l'ironie de c'est pas correct un souper, les grands-parents peuvent pas souper avec toi, mais ils peuvent garder tes enfants, mais c'est comme crime. L'enfant que tu vas garder, tu vas y toucher là, un moment donné, parce que tu sais, Ben oui. c'est un enfant, là, à moins qu'il ait comme l'âge parfait de 8 ans puis qu'il soit pas tannant, mais tu sais, c'est. Mhm. En tout cas, puis juste d'être dans une maison avec quelqu'un pendant un bout de crime, c'est sûr que ça va se spread, là, peu C'est importe. Là. ça. Fait que, en tout cas, c'était. Mais moi, j'ai l'impression, les dépistages, moi, j'entendais aussi des histoires de monde qui avait vraiment des symptômes, là, puis que, ah, mais parce que t'as pas été à l'étranger depuis. En dedans de 14 jours, quelque chose de genre, tu peux pas te faire dépister. C'était au début, là. C'est sûr, aujourd'hui, je pense que si t'as des symptômes, tu peux, mais c'est ça, au début, c'était comme tu pouvais juste pas te faire dépister. Puis c'est ça, je comprends que peut-être que ça coûte cher des tests de dépistage, puis que c'est mieux de mettre de l'argent juste pour Mhm. traiter les gens. Ça se peut. Je suis pas pantoute un professionnel là-dedans, mais c'est fou comment qu'il y en avait pas. C'était comme impossible. Juste pour Puis, mieux contrôler. ouais. Parce que depuis janvier, dès que j'avais un patient qui avait des symptômes de grippe, je leur demandais toujours, au début, c'était est-ce que tu as voyagé en Chine depuis les dernières 2 semaines? Ensuite, il y avait tous les autres pays, Iran, Italie, tous les autres pays. Et là, j'avais un patient qui avait des symptômes plus respiratoires, comme un peu d'écoulement du nez, congestion nasale, pas vraiment tout, pas de fièvre, mais elle est juste revenue d'Italie. Et là, moi, j'ai mis dans une autre, parce que ça, c'était au CLSC, j'ai mis dans une autre bureau. On a vraiment bien géré ça, je trouve, mais maintenant, on n'accepte personne. C'est sûr qu'il y a des symptômes comme ça. Ils vont au CDE, il y a des cliniques spécialisées pour ça, c'est correct. Mais au début, avant, ça, c'était vraiment juste avant c'était en fin février, je dirais. Et moi, on avait au moins moi, j'ai mis un N95, j'ai mis tout le kit pour aller le voir. J'ai appelé Santé publique. J'ai appelé parce que j'ai dit, je ne vais pas faire de faute. Je sais, je suis l'infirmière la plus vite au Québec, mais je ne veux pas être le plus stupide. Là. j'ai appelé Santé publique et j'ai parlé aux personnes et j'ai dit là, et j'ai dit, est-ce qu'elle a besoin d'un dépistage? Ils ont dit non. Alors, j'ai dit, OK, mais est-ce qu'elle a besoin de faire une quarantaine? Parce qu'elle est allée en Italie, elle a des symptômes quand même de virus, là. Et ils ont dit non. Il n'y avait pas de quarantaine en ce moment. Alors, elle est allée Ah, c'était avant travailler. la quarantaine. C'était C'était avant que ça soit avant. ça. Donc, Ah, c'est wow. sûr, il y avait des personnes qui. Je pense qu'on a quand même attrapé ça au bon moment parce que tu peux voir, il va y avoir des hospitalisations, c'est sûr. Les personnes vont transmettre ça parce qu'on n'était pas en isolement. Donc, c'est sûr que je pense qu'on a quand même, c'est logique. Après qu'on a fait le lockdown, quelques semaines plus tard, on a vraiment vu les hospitalisations qui augmentaient pour cette raison. Mais je trouve que oui, c'était un peu tard. On ne faisait pas assez de quarantaine au début. Mais c'est facile à dire maintenant. Hein? Ouais, non, non, c'est sûr, tu sais, dans ce temps-là, on s'imaginait pas dans quoi on s'embarquait. Puis là, maintenant, Mhm. aujourd'hui, ça te semble une évidence. Mais c'est quand même fou Mhm. quand on y pense que, tu sais, comme au moment que c'était sorti, tu sais, que plus d'événements de 250 personnes, tout ça, là, nos courses cancellées. Puis là, on- à ce moment-là, tu sais, on capotait, on était comme, oh, wow, c'est un peu over the top ou quoi. Mais bon, OK, I guess, on va aller avec ça. Mais tu sais, c'est fou, là, s'il n'y avait pas eu ça plus tôt, comme dans quelle situation on serait en ce moment. Tu sais, on est déjà ça, c'est malgré toutes les mesures qu'on a prises qu'on est déjà comme un cas désastreux, un peu, si on veut. Fait Mhm. que c'est quand même fou à y penser. Ça serait quoi s'il n'y avait pas eu ça? Puis, ouais, c'était intéressant aussi quand tu jasais des systèmes de ventilation. Je pense que j'avais vu un article aussi que tu avais un endroit qui c'était 100% de contamination. Je suis plus sûr que c'était un CHSLD ou quelque chose du genre. Puis c'est ça qu'à la fin, c'était le système de ventilation. Mais tu sais, c'est comme. C'est là qu'on réalise, c'est maintenant qu'on réalise que nos infrastructures sont déficientes. Fait que tu as beau avoir le meilleur personnel, du personnel bien formé, puis quand tu le respires dans l'air, quand tout l'air que tu respires est Mhm. contaminé, qu'est-ce que tu peux faire? En tout cas, c'est fou. Bon, on va continuer. On a une autre question de Phil. As-tu été obligé de diminuer ton volume d'entraînement à cause de la situation? Mais je pense qu'on a déjà un peu répondu que Mhm.
naturellement, tu réduis, mais je pense pas que c'est trop c'est pas tant un désagrément vu qu'anyway, il n'y a pas de compétition dans le futur proche. Puis une autre question, si tu avais été ministre de la Santé, qu'aurais-tu fait différent pour Montréal et les CHSLD? Donc, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment? Oui, je pense que oui, au niveau de les CHSLD et les RPA, il faut vraiment. Je pense qu'au début, il fallait que les CIUS rentrent dans les RPA, toutes les places privées, vraiment pour voir qu'est-ce qui était la situation là. Il fallait. RPA, c'est quoi déjà? Excuse, RPA. C'est une résidence privée pour les années. OK. Alors, c'est comme un CHSLD, mais privé. Privé, ouais, comme le Aéron puis cette affaire-là. C'est ça, OK, comme le ouais. CIUS de West-Yolie, la rentrée là, éventuellement avec un personnel pour Rectifier la oui, situation. c'est ça. Alors, je pense que ça prendrait ça dès le début parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de CHSLD. C'est une crise depuis des années. Je pense que des fois, il y a un infirmière, il y a d'autres types de non-professionnels qui travaillent. Ils sont très bonnes quand même, mais c'est sûr, ce n'est pas des professionnels qui ont fait des études qui vont savoir quoi faire quand il y a un COVID qui commence dans un environnement comme ça. Donc, et même nous, on apprend à chaque jour. On a des formations qu'on doit faire à chaque jour juste pour être on top of all of it. Et je pense, oui, ça prendrait plus de dépistage, même pour les asymptomatiques, et aux gériatres, vraiment, parce qu'ils présentent ça d'une différente façon. Vraiment, vraiment. Donc. Allô? Oui, Ouais. super. Donc, on avait entendu, tu disais, ils présentaient ça d'une différente façon. Donc, oui, donc, dans le fond, s'arrêter d'avoir. Plus de dépistage au début et Ouais. plus de personnel du CIUS qui rentrait pour aider les personnes dans cette région-là. C'est ça. Dans les CHSLD. Dans ces CHSLD, oui. Et je pense qu'on va voir éventuellement au niveau des hôpitaux qu'est-ce qui va arriver. Mais j'espère que ça va être bien contrôlé et on va s'en sortir de tout ça. Ouais. Une autre question de Phil. Il demande si le port du masque devient obligatoire, comment allons-nous pouvoir courir? Est-ce que là, en ce moment, c'est recommandé à partir il y a quelques jours, c'est devenu recommandé, puis on voit le ministre qui arrive au point de presse avec son masque. Mais ouais, est-ce que tu as déjà essayé ça de courir avec un masque? Puis les yeux que tu fais. OK, personnellement, je crois que si tu cours toute seule, sans masque, c'est correct. Parce que la chance que, c'est sûr, peut-être à Montréal, c'est différent. Peut-être tu cours avec quelqu'un. Moi, personnellement, ce que je dis, c'est que si tu ne cours pas avec quelqu'un d'autre, tu cours toute seule, la chance que tu as respiré dans l'air et que le virus a resté dans un pochette d'air et que quelqu'un d'autre passe 5 minutes plus tard ou 2 minutes plus tard et qu'il y a assez du virus. Il faut avoir assez de ce virus-là pour rentrer dans dans ton nez. Pour vraiment, et est-ce que c'est vraiment assez de virus pour vraiment te donner? Et la personne doit être asymptomatique parce que c'est sûr que tu ne vas pas sortir courir si tu as un fièvre et un tout. Tu ne devrais pas, là. Tu devrais être. Alors, personnellement, si on pense à ça, là, il faut penser que ce virus-là, ce n'est pas juste gouttelettes, c'est aussi, il y a des aérosols. Je crois que oui, peut-être les coureurs peuvent produire des aérosols parce qu'on respire vite, on respire fort. Nous, en théorie, si on a un patient qui respire plus que 28 ou 30 respirations par minute, et je crois qu'on fait ça en courant, on devrait mettre un N95 parce que ce patient-là peut produire des aérosols. Et c'est sûr que ça va souvent, si quelqu'un respire de cette façon-là, on va être obligé de faire une intubation et la ventilation, et ça augmente les aérosols. Alors, il faut mettre un N95. Mais là, si on met un masque, oui, on va pas tousser toutes nos sécrétions, mais quand même, on va respirer fort et ça va sortir de les côtés du masque et ça va rester dans l'air un peu, mais quand la prochaine personne
passe ce petit nuage de virus-là, est-ce que ça va être assez virulent pour le transmettre? On ne sait pas, je ne pense pas personnellement. Moi, je dirais, si depuis ces dernières 2 mois, tu as resté à la maison, tu veux sortir avec un autre ami qui est jeune, tu es en santé, fais-le. Mais si tu retournes à la maison à quelqu'un de 70 ans ou 60 ans et plus qui a des maladies chroniques, il faut penser un peu, est-ce que c'est mieux maintenant de vraiment, avant qu'on ait un vaccin, de juste courir toute seule, juste pour protéger les personnes que tu aimes. Moi, je dirais ça. Mais ça, c'est juste si tu vas courir à côté de quelqu'un et tu vas sortir avec quelqu'un. Si tu cours toute seule, je ne crois pas qu'il faut mettre un masque. Ce n'est pas logique pour moi. Mais si tu vas rester avec quelqu'un pour une période de 15 minutes ou plus, sans respecter le 2 mètres, de ce qu'on sache maintenant, oui, il y a une chance que tu transmets le virus à quelqu'un d'autre. C'est ça que les personnes dans le domaine de santé, c'est ça, l'information que nous, on a, c'est que si tu n'es pas capable de respecter le 2 mètres entre toi et ton patient, et c'est un patient froid, alors qu'on ne pense pas qu'il est COVID, mais peut être, on pense que tout le monde est positif. On doit penser comme ça. On présume Là, ça. Ouais. tu mets ton masque, tu mets ton protection oculaire parce que tu n'es pas capable de faire le 2 mètres et tu vas attendre dans une salle avec quelqu'un pour plus que 15 minutes. Mais si tu es dehors, tu cours et tu cours toute seule, la chance d'attraper un virus ou de le transmettre à quelqu'un, c'est très bas. Mais dès que tu cours avec quelqu'un d'autre, oui, ça augmente tes risques parce que tu es quand même dans la même bulle que l'autre personne pour plus que 15 minutes. Donc oui, tu peux l'attraper. Tu vas parler avec quelqu'un. Tu vas respirer le même air qu'eux. C'est possible que tu peux l'attraper, mais ça, c'est si tu cours avec quelqu'un. Ouais. Alors moi, je ne vais pas courir avec mes amis pour longtemps parce que je suis dans les COVID, donc les unités de COVID. Donc, c'est ça que moi, je pense. Je ne pense pas qu'un masque est nécessaire, mais je crois que si tu vas sortir avec quelqu'un d'autre, tu augmentes tes risques. Ouais, puis je pense pas qu'ils pourront rendre ça, tu sais, comme tu peux pas vraiment courir. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça se fait tant de courir euh, avec un masque, comme ça doit devenir vraiment dégueulasse là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que tu vas quand même envoyer des gouttelettes un peu partout. Euh, puis, Oui, tu as tout à fait ouais. raison, parce que même là, nous, dans nos formations, dès que le masque est mouillé, tu dois le changer. Alors, Ouais, est-ce que tu vas porter comme 2, 3 masques sur ton sortie? Non. La non, meilleure c'est chose ça. pour la maman, c'est de sortir toute seule. Tu ne vas pas transmettre, tu ne vas pas attraper le virus. Si tu cours avec quelqu'un d'autre, c'est une décision que tu fais. Si tu retournes à une jeune famille, tout le monde en bonne santé, le risque que tu transmets, c'est là, mais tout le monde, la plupart des personnes qui ont attrapé un COVID, qui n'ont pas de facteurs de risque, sont corrects. J'ai plusieurs personnes que je connais maintenant parce que je travaille dans le domaine de la santé qui ont l'attrapé et qui sont corrects. Donc, et je connais beaucoup de patients que j'ai eus de 80 ans et plus qui l'ont attrapé et qui sont corrects aussi. Donc, il faut savoir que oui, ce n'est pas tout le monde qui va mourir de COVID, mais que oui, il faut toujours regarder tes risques et c'est un choix que tu peux faire personnellement. Mais juste, ouais. Ouais, puis je pense, peut-être si tu es dans un coin très dense, tu sais, moi je pense dans le temps, j'étais sur le plateau que des fois j'allais soit courir sur la piste cyclable de Rachel, que tu croises du monde à toutes les 2 secondes, ou que tu vas sur le Mont-Royal, comme dans le peak time, quand il y a bien du monde, je pourrais voir, moi j'ai l'impression que tu pourrais, tu sais, avoir un petit nuage. Quand tu dépasses quelqu'un, puis mettons que tu es dans les sentiers, là je pourrais voir que ça pourrait se propager un peu de même, mais euh, selon moi, tu peux facilement remédier à ça en allant à des heures non standards, tu sais, soit tard le soir ou soit tôt le matin quand il n'y a pas beaucoup de monde. Puis selon moi, ça va être bien plus effectif, bien plus euh, efficace que de mettre un masque, mais comme qui devient tout mouillé. Fait que comme tu vas projeter des gouttelettes qui étaient sur le masque en respirant fort. Fait que selon moi, je pense pas qu'on va se rendre à ce niveau. Je pense plus que ça va être du style restriction que ben tu peux pas aller courir à telle heure, mais je pense que c'est les gens qui vont devoir se le faire pour eux-mêmes.
Mais en ce moment, dans mon coin, je suis chanceux à la Chine, c'est pas trop dense. C'est sûr que quand je vais faire un workout, je vais pas le faire en après-midi parce que là, il y a beaucoup de familles qui vont sur la piste cyclable. Fait que je m'arrange pour le faire souvent le soir quand le monde sont plus dehors. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est plus dans ce style-là des habitudes puis des moments qu'on va sortir c'est là que c'est plus efficace. Ouais. On avait une dernière question, c'était pas nécessairement pour toi, mais c'était général, puis je pense que c'est quand même intéressant de te la poser vu que tu es quand même dans ce milieu-là pour la contamination. Euh, on a encore une fois Phil qui disait les fontaines dans les parcs ne seront pas rebranchées avant juillet si tout va bien, selon mes sources. Donc, on a l'informateur de Buckingham avec nous qui nous dit ça. C'est pas confirmé, mais il y a des chances que ce ne sera pas rebranché avant juillet. Ce serait cool de connaître votre opinion sur la manière de s'abreuver en été dans le contexte actuel sans fontaine. Puis moi, il dit que je dis souvent qu'il faut pas avoir d'eau sur le dos, d'eau dans le dos. Quel jeu de mots. OK, dos dans le dos. OK. Donc, parce que souvent, je disais comme c'est comme stupide d'avoir, mettons, un camelback sur le dos avec de l'eau, puis que c'est juste plus simple de juste aller à une fontaine ou quoi, parce que ça te rajoute tellement de poids. Quand on court, mais quelle autre solution avons-nous alors qu'il fera 28 degrés à l'ombre? Si les fontaines, penses-tu que ça va être, tout d'abord, toi, as-tu l'impression que ça va être une mesure qui aurait lieu de fermer les fontaines? Parce que c'est sûr, celle que tu pèses dessus, c'est sûr que là, si les gens pèsent dessus, là, c'est pas super. Mais je sais qu'il existe des fontaines qui coulent tout le temps. Je sais pas si c'est terrible pour l'environnement, mais je sais que dans mon coin à la chaîne, il y en avait une que c'est ça qu'elle faisait juste couler tout le temps. Puis là, tu fais juste abrocher ta bouche. Mais penses-tu que ça va être une mesure qui est prise? Puis si oui, est-ce que tu penses que ça va être nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de s'abreuver pendant la majorité de nos sorties? Donc, c'est quoi un peu ton opinion, toi, sur le sujet pour les Ouais, fontaines? je pense que c'est une bonne question. J'ai même pas pensé à ça, mais c'est sûr, ce serait une bonne idée de ne pas boire de ces fontaines-là. Je crois qu'il y a un risque quand même. On ne sait jamais qui a bu de cette fontaine-là. C'est sûr que moi, s'il y a une fontaine, je vais boire du fontaine sans penser. Dans le passé, je faisais ça sans penser. C'était vraiment. Et je pense que je n'ai jamais attrapé quelque chose. Alors, les risques sont pas si haut que ça, mais c'est sûr qu'il y a un risque. On va vivre avec la décision de prendre un risque maintenant. Alors, est-ce que tu veux prendre ce risque? Moi, personnellement, je vais juste sortir avec mon mari. Pour mes grosses sorties, Pour qu'il traîne ton eau, Hamid va sur son bicyclette. puis Il il te va me donne de donner. l'eau. Ouais, je fais ça aussi avec ma blonde des fois. C'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, tout le monde, maintenant, c'est de sortir en famille. Les personnes qui ne courent pas peuvent aller sur leur bicyclette. Ils vont te donner de l'eau. Alors, ça, c'est ce que moi, je recommande pour les grosses sorties. Get Non, mais yourself a Hamed. c'est ça, trouver un Hamed. Non, mais aussi, il y a des façons. Comme pour moi, personnellement, quand quelque chose que tu peux faire pour mes sorties quand je faisais comme un entraînement de marathon. Des fois, c'est des boucles de 5 km. Alors, peut-être tu peux laisser une bouteille d'eau ou si tu veux prendre des glucides ou du Gatorade morphine. ou Oui, ouais, Gatorade. Spartan. Tu peux laisser ton bouteille d'eau sur le plancher quelque part. J'espère que quelqu'un ne va pas le prendre. Il y a toujours Je cette pense que les personnes possibilité. vont rester loin maintenant. C'est Avant, ça. c'était toujours une crainte pour les coureurs quand on faisait cet entraînement-là, qu'on se pratique à boire de notre Gatorade ou whatever. Tu sais, on avait peur de se les faire voler. Là, je pense qu'on n'a plus aucunement cette peur-là aujourd'hui. C'est ça. Donc, je pense que c'est une façon que moi, quand ça va être chaud et Hamid ne veut pas sortir avec moi, je vais laisser une bouteille d'eau quelque part. C'est sûr, pour mes sorties assez faciles, moi, je ne bois pas. Je vais juste me déshydrater. Je me permets de déshydrater. C'est correct. Je suis jeune et je vais boire de l'eau quand je reviens. Je bois beaucoup avant que je sors. Mais si je veux faire un gros entraînement où j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de... C'est sûr que probablement, je vais si je ne fais pas un boucle de 5 km, je vais sortir en auto en premier. Je vais juste laisser quelques bouteilles d'eau sur mon trajet. Je vais planifier ça avant.
et après, je vais les récupérer après pour ne pas laisser le garbage partout. Mais c'est ça. Alors, il y a des façons, il faut juste planifier un peu plus. Et si tu veux avoir un camelback, il y a cette option aussi. Moi, je n'ai jamais essayé un camelback, mais c'est quelque chose que moi, je ne connais pas un bon marque quand même. Je dis camelback, je pense que c'est un marque, mais je ne connais pas un bon marque, mais tu peux encore quand même acheter des choses en ligne. Alors, il y a plein de différentes personnes qui utilisent ça, qui ont des idées de lequel est le mieux. Il y en a plein, il y a des Salomon, il y a il y a Camelback, la marque Camelback qui était reconnue pour ça. Mais je sais même aujourd'hui, tu peux, je pense que c'est au Décathlon, je pense qu'il y en a des vraiment pas chers. Parce que ça, c'était quand même, ça pouvait être une centaine de dollars, mais je sais, j'avais vu au Décathlon, tu peux en avoir pour quelque chose comme 50$. Fait que tu peux vraiment en trouver des pas chers maintenant, ou des petites. Un petit rip-off chinois à 30-40$. C'est ça. Fait que je pense pas que c'est si dur. Mais j'ai l'impression, pour donner des directives un peu, si on veut, selon moi, pour la majorité des coureurs, euh, quand tu sors pour 75 minutes et moins, je pense pas que c'est nécessaire de boire de l'eau. Tu en bois avant pour t'assurer d'être quand même bien hydraté à base, de ne pas partir tout déshydraté. Puis tu peux savoir ça quand tu pisses, mais tu peux voir si c'est très, très jaune, jaune, jaune. Ben là, tu peux voir, OK, peut-être qu'il faudrait que je bois un peu plus. C'est pas assez, j'ai pas assez d'eau dans mon corps. Mais là, fait que juste de s'assurer de partir, pas déshydraté. Puis selon moi, 75, 90 minutes, personnellement, mes easy runs, même mes workouts de 75 à 90 minutes, j'amène jamais d'eau ou d'électrolytes, à moins vraiment que là, j'essaie de me préparer pour un marathon, puis qu'il faut que comme que je me pratique mon corps à absorber les électrolytes. Là, peut-être que je vais amener, j'ai comme une petite ceinture dans laquelle je peux mettre deux petites bouteilles, puis c'est de s'assurer aussi que c'est un format qui n'est pas trop grand, donc il y a juste le bon size que ça ne va pas rebondir, ça ne va pas être trop lourd, mais tu en auras assez pour ta run. Mais c'est ça, c'est une bonne solution aussi, comme tu dis, quand, mettons, tu as un gros workout, tu caches ça quelque part, puis même aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tant de le cacher. Puis tu le prends à chaque loop. On avait déjà fait ce workout-là au Parc Maisonneuve, puis ça peut bien fonctionner. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur un peu de la déshydratation. C'est sûr, moi, je me souviens dans les journées très chaudes d'été, je me souviens des gros workouts qu'on fait le long du canal, qu'il fait comme t'as aucune ombre, il fait freaking chaud, puis là tu fais un gros workout, puis là t'arrives à la fontaine, t'es comme Alléluia. Là, c'est sûr, on pourra plus compter sur ces. J'ai l'impression, c'est vrai, ils risquent de les fermer, qu'on pourra plus compter sur ces fontaines-là. Euh, donc, ouais, il va falloir quand même penser à ça pour les gros workouts, je pense. Mais pour les plus petites runs, je pense pas, même s'il fait très chaud, je pense que c'est 75 minutes au moins. Tu vas finir un peu déshydraté, mais tu te réhydrates à la fin, puis ton corps t'aura soif, tu vas te réhydrater, puis tu vas pas. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on pense mourir de déshydratation. C'est plus des coups de chaleur, je pense qu'il faut craindre. Mais c'est ça. Puis, C'est ça, il faut juste ouais. vraiment planifier probablement comme 1 ou 2 sorties par semaine pour l'hydratation. Parce que la plupart de nos sorties sont easy ou faciles, donc on ne devrait pas, c'est probablement pas nécessaire de s'hydrater. Donc, Mhm. pendant. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est de pas virer sur le top avec ça. Puis aussi, ah oui, ça, c'est un point que je voulais aussi mentionner. Ça, c'est une grosse perte. Les toilettes, je Ah pense plus oui. non plus. Ouais, hein? Le visage de déception de merde, parce que ça nous arrive tous, les coureurs. Moi, je me souviens, tu sais, souvent, tu vas aux toilettes juste avant ta run, puis là, après ça, tu fais le warm-up, puis là, 20 minutes plus tard, t'es comme, oh my god, faut que j'y aille encore, sinon la long run va être parsemée Ouais. de crotte. Mais, puis en plus ça, c'est comme grave un peu, tu sais, si tu chies partout, dans les places, c'est pas super pour le. Je sais pas si si le COVID se véhicule là-dedans, mais en tout cas, je pense pas que c'est très sanitaire d'avoir des merdes partout. Bref, ouais, la fermeture de toilettes, ça va être aussi un gros coup pour les coureurs. Moi, en ce moment, j'ai pas trouvé une seule toilette
qui étaient ouvertes. Puis il y en a qui d'habitude à ce temps-ci sont ouvertes, puis ils ne l'étaient pas. Fait que ça aussi, ça va être une autre chose à planifier, la fermeture des toilettes. J'espère qu'ils vont garder certaines ouvertes parce que sinon, avec la quantité de coureurs qu'on a maintenant, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que je vois dans mon coin, beaucoup plus de monde qui court, les gens se mettent à la course, c'est très populaire. Euh, S'il n'y a pas de toilette ouverte, en tout cas, ça risque d'être pas beau. Ouais. Alors, tu dois porter un peu de Kleenex dans ton poche. Ouais, peut-être ça. Mais là, ils vont devenir toutes mouillées. Hein, Tu peux demander à Ahmed de donner ton Kleenex. Ou tu les mets dans un ziploc. Ouais, peux-tu me torcher, Ahmed? Des wipes, s'il vous plaît. Ouais. Pauvre lui. Pauvre Ahmed. Pauvre Ahmed. Mais ouais, peut-être de mettre des Kleenex dans un. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée d'avoir c'est un petit ziploc, puis dedans tu mets des papiers de toilette ou des Kleenex, puis là tu le trimbales avec toi tes runs, puis ouais. Ouais. Bref, Juste essayer de c'est lui. planifier où quand tu manges, comme. Essaye de manger vraiment. Moi, comme si je mange, c'est sûr, le soir, c'est toujours plus difficile parce que des fois, on n'a pas mangé bien pendant la journée ou on n'a pas bien planifié ou whatever. Mais si c'est le matin, essaye de boire, manger quelques heures avant et là, probablement, tu es capable d'aller à la toilette et ensuite, pour le sortie, devrait être correct. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire attention un peu à ce qu'on mange, d'essayer d'attendre un bon moment euh, entre le temps que tu as mangé puis après ça, la course, puis de marcher un peu, je pense. Parce que des fois j'ai l'impression, tu sais, tu digères à moitié quand tu es assis, puis comme quand tu es debout puis tu bouges un peu, là, c'est là que le processus s'accélère vraiment. Fait que c'est pour ça qu'après, je peux bien m'être levé, être allé aux toilettes une ou deux fois, puis après ça, je m'en vais courir, puis là, ça s'active, puis là, j'ai besoin d'en faire une autre. Fait que c'est un peu ça. C'était l'aspect glamour de cet épisode, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Je te remercie beaucoup de nous avoir donné ton temps euh, pour un peu nous informer comme c'est quoi la situation, puis des bonnes pratiques à faire, puis comment c'est quoi des trucs que tu utilises pour te motiver. Je pense que tu as dit c'est un peu de se dire que c'est pas pour le futur proche, mais c'est juste d'apprécier un peu, puis de pas trop s'en vouloir si à un moment donné on slack une journée, parce que c'est quand même important de maintenir notre système immunitaire en ce moment. Mm-hmm. Surtout que si tu pognes la COVID, je pense que ça va tellement te setback dans ton entraînement. Là, si on regarde juste, non seulement, oui, c'est pas bon parce que tu risques de contaminer d'autres gens, puis tout ça, mais si tu la pognes, puis que tu as quand même des pas pires symptômes, moi, je pense toujours à il y avait Georges Larac qui avait fait une vidéo de lui, il s'était filmé, puis il était comme, tu sais, c'est un gars tellement en forme, là, tu sais, il est vegan, il mange tu sais, de la bonne bouffe, il est super fort, puis tout, puis il était défoncé dans son lit. Moi, j'ai toujours cette image-là, fait que je m'imagine ça, puis je me dis, ouais, ça, je pense pas que ça serait super bon pour mon training, donc d'essayer de garder notre système immunitaire au max en se poussant pas trop, surtout si on travaille pas à la maison. Je pense que c'est des bonnes choses à penser. Mais merci beaucoup, Mélanie, d'avoir donné Merci. ton temps. Puis on te souhaite de ne pas le pogner puis de pouvoir continuer ça. Puis que. C'est sûr, je vais partager avec tout le monde si je l'attrape. on, fait qu'on Ça va dans mon on story. c'est ça. Just got COVID. Watch out, Non, c'est guys. pas drôle. J'essaie pas Ouais. de rire de Non, ça, non, mais ouais. c'est quelque chose, c'est sûr, comme j'ai dit, on va vivre avec des risques et c'est sûr que quand on travaille avec des personnes COVID positives, il y a toujours des risques. Donc, je porte toujours mon EPI, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, c'est jamais 0% de risque. Donc, on essaie notre mieux. Mais j'espère que je me suis gardée en assez bonne forme que je vais m'en sortir si jamais je l'attrape. Ouais.
C'est ça. Ça devrait. Les pourcentages OK. sont en ta faveur, mais on souhaite juste pas de ça. Ben, fait que merci beaucoup. Puis ben, sur Merci. ça, on te souhaite un bon chiffre dans 1 heure, dans 2h20. C'est ça. Bye bye! Super.